Avant de commencer la vidéo, je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux pour avoir toutes les actualités concernant la chaîne. Allez, bon visionnage! Salut l'équipe, c'est L'Ovaliste. La semaine dernière, vous avez voté pour l'Irlande et ses redoutables Diables Verts, au détriment encore une fois de l'Afrique du Sud. Je te jure, ça va devenir un running gag à force. D'ailleurs, n'oublie pas de répondre au prochain sondage en fin de vidéo. Cependant, qui dit Irlande dit rugby, mais aussi whisky, bien évidemment. Donc je vais profiter de cet épisode pour déguster un petit Connemara. Légèrement tourbé, délicatement fumé, on s'y croirait presque. Bon, trêve d'alcoolisme, on y va. L'Irlande est un pays qui a connu des jours compliqués. Bon, comme tous les pays, vous allez me dire. En gros, il faut savoir que l'Irlande est un pays qui a été divisé par les conflits de religion, entre le nord protestant comme le reste du Royaume-Uni, et le sud catholique et nationaliste. L'Irlande, jusqu'alors rattachée au Royaume-Uni, gagne finalement son indépendance en 1921. Le nord protestant, lui, et la province de l'Ulster, qui a pour capitale Belfast, reste cependant sous domination britannique quand le reste de l'île devient un état à part entière. Cette division va se ressentir jusque dans le rugby. Au départ, dans les années 1860, le rugby reste essentiellement cantonné au nord de l'île, dans la région de l'Ulster, qui entretient des liens étroits avec l'Angleterre. Tandis que le sud et les catholiques, qui ne veulent pas du tout entendre parler des Anglais, rejettent ce sport d'envahisseur et lui préfèrent les sports gaéliques. Du coup, même s'ils refusent le rugby, il y a quand même une petite appétence puisque les sports gaéliques, notamment le football gaélique, a de nombreuses similitudes avec le rugby. Cependant, malgré ses débuts difficiles, une fédération irlandaise de rugby va voir le jour en 1874, époque à laquelle le ballon ovale gagne progressivement Dublin, la capitale du pays. Sport de bourgeois par excellence, le rugby irlandais se développe rapidement dans les collèges et autres établissements scolaires prestigieux, contaminant peu à peu toute l'île. Du fait que l'Irlande soit une nation divisée en deux pays pose certains problèmes du point de vue des symboles, puisque l'équipe nationale irlandaise a pour particularité de rassembler des équipes de deux états différents. D'une part ceux de l'Irlande, indépendante et qui regroupe les provinces du Munster, du Connacht et du Leinster, et d'autre part celle de l'Irlande du Nord, qui est un pays rattaché au Royaume-Uni, et en gros qui concerne la région de l'Ulster. Tu te doutes bien que des points de tension et des divergences apparurent, et notamment sur la question des hymnes. Après l'indépendance, les Irlandais, lorsqu'ils recevaient à Dublin, chantaient l'hymne de la République d'Irlande, l'Amran Nab Fiann, je sais pas si je prononce bien. Et lorsque les matchs avaient lieu en Irlande du Nord, c'est l'hymne anglais God Save the Queen qui était entamé. Mais lorsqu'ils jouaient à l'extérieur de l'Irlande, bah aucun hymne n'était joué. Putain, la tristesse. Cependant, depuis 1995, les Irlandais chantent l'Ireland's Call, un hymne qui est censé rassembler les 4 provinces de l'Irlande. Personnellement, c'est vraiment un hymne que j'adore, et lorsqu'il est entamé dans l'Aviva Stadium de Dublin, notamment lors du tournoi destination, c'est franchement magnifique. L'Ireland's Call est chanté à l'extérieur, mais lorsque les Irlandais reçoivent à Dublin, il y a deux hymnes qui sont entamés, du coup l'Amran Nab Fiann et l'Ireland's Call. Il y a eu aussi des débats sur le drapeau utilisé pour l'équipe nationale irlandaise. Du coup, le drapeau qui représente les équipes nationales irlandaises de rugby est différent de celui de la République d'Irlande. En effet, il fallait un drapeau plus rassembleur et qui n'appartienne pas à la République irlandaise ni à l'Irlande du Nord. Donc ils ont opté pour un drapeau rassemblant les emblèmes des 4 provinces de l'Irlande, le tout sur un fond vert, qui est la couleur emblématique des Irlandais. Mais l'événement marquant qui va bousculer l'Irlande et qui va même se ressentir dans le rugby, et plus précisément dans le tournoi, c'est bien évidemment l'épisode du Bloody Sunday. Lorsqu'en 1972, la police britannique va ouvrir le feu sur des manifestants et faisant plusieurs morts. Après cela, les joueurs irlandais vont refuser de jouer contre l'Angleterre, et notamment l'Écosse et le Pays de Galles vont refuser d'aller jouer en Irlande parce que c'était trop le bordel. Et seuls les Français ont accepté d'accueillir les Irlandais pour jouer un match de plus. Pour plus de détails, je t'invite à voir ma vidéo que j'ai faite sur le tournoi destination, dans laquelle je développe un peu plus les conséquences de cet événement sur le rugby. Tu te doutes bien que dorénavant, suite à leur histoire torturée, les Irlandais visent particulièrement les matchs contre l'Angleterre. Ah, je peux te dire que c'est musclé. Et de manière générale, les Irlandais sont très connus pour leur philosophie de jeu basée sur le combat. Le fameux fighting spirit qui transcende les Diables Verts, qui ne lâche rien jusqu'au bout. Les Irlandais commencent véritablement à monter en puissance après l'entrée du rugby dans le professionnalisme. Entre les années 2000 et 2009, les Diables Verts s'appuieront sur une génération dorée, avec des joueurs qui sont maintenant des légendes, les 3O, O'Gara, O'Driscoll, O'Connell. Pourtant, ça va pas les empêcher de ne pas sortir des poules lors de la Coupe du Monde en 2007. Comme d'hab, je vais faire un petit point palmarès. Donc l'Irlande est seulement la 4e équipe du tournoi à destination, avec seulement 22 tournois gagnés en 124 participations, et 14 grands chelems. Et il y a quelques instants, je te disais qu'en 2007, les Irlandais sont pas sortis de la poule. Et de toute façon, en Coupe du Monde, les Irlandais n'ont jamais fait de très beaux parcours puisqu'ils ont jamais dépassé l'écart et ils ont jamais réussi à se qualifier en demi-finale. C'est pour ça que je pense qu'on peut dire que l'équipe d'Irlande est une équipe assez frustrante dans le sens qu'ils semblent toujours prêts trop tôt avant les Coupes du Monde. Et en effet, j'ai l'impression que ce schéma tend un petit peu à se répéter puisque depuis 2 ans, cette équipe était sur une dynamique extrêmement positive, en étant la seule équipe à pouvoir battre les Anglais lors du tournoi de 2017, en remportant le Grand Chelem l'année suivante en
2018, mais surtout depuis la Coupe du Monde 2015, elle va réussir l'exploit de battre 2 fois les All Blacks. D'ailleurs, le dernier match qui a eu lieu en novembre, Irlande-Nouvelle-Zélande, fut un match dantesque dans l'engagement et le rythme. Je vais vous mettre le lien en description du match entier si vous voulez le mater. Que vous vouliez le voir ou le revoir, franchement, ça vaut le détour. Et cette robustesse irlandaise se trouve en équipe nationale, mais également lors des championnats, que ce soit la Coupe d'Europe ou la Ligue Celtique, puisque les provinces irlandaises sont redoutables. Le Leinster, la province de Dublin, est quasiment toujours champion en Ligue Celtique, mais surtout c'est un cadre européen, ils ont été champions en 2018 et ils sont vice-champions en 2019. Il y a aussi le Munster qui se qualifie à chaque fois pour les demi-finales de Champions Cup, tandis que la province de l'Ulster, elle propose un jeu plus intéressant, je trouve, même si c'est pas les cadors de la compétition, ils jouent à chaque fois les outsiders. Et franchement, je pense que le système de province marche assez bien en Irlande. Les provinces irlandaises s'appuient sur un effectif assez pléthorique en termes de staff, mais aussi en termes de joueurs, puisqu'en fait avoir une province permet d'avoir beaucoup plus de joueurs, et c'est avantageux pour un petit pays comme l'Irlande qui a très peu de licenciés. Le 15 du trèfle est avant tout basé sur une organisation très solide. Tout est millimétré, c'est une véritable partition, dont le chef d'orchestre serait Jonathan Sexton, l'un des 3 meilleurs ouvreurs du monde, avec Owen Farrell et Beauden Barrett. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce jeu parfois trop minimaliste, il faut tout de même avouer que ce système de jeu est une prouesse en termes d'organisation collective. Mais, parce que oui, il y a un mais, toute cette dynamique s'est quelque peu essoufflée lors du dernier tournoi Destination. Les Zélandais y ont chuté 2 fois, contre des Gallois survoltés à Cardiff qui voulaient absolument décrocher le Grand Chelem, mais aussi contre les Anglais à domicile, et ça c'est un peu plus problématique du point de vue du moral. Car les Irlandais, bien que très costauds lorsqu'ils jouent leur plan de jeu à la lettre, peinent cependant, je trouve, à en sortir lorsqu'il faut trouver d'autres solutions. Durant le tournoi, il leur est arrivé plusieurs fois d'être contrés et ils n'ont pas forcément réussi à s'adapter à l'adversaire. Et ça, c'est problématique. Je trouve également que trop de paramètres reposent uniquement sur Jonathan Sexton, qui commence un petit peu à arriver en bout de course. 2018 a été une très bonne année pour lui, il a été meilleur joueur de l'année, mais maintenant il va sur ses 35 ans, et quand on connaît le passif qu'il a eu, avec le nombre de chocs qu'il a reçu tout au long de sa carrière... Irlandais, en attendant les... Ah, il s'est pas sorti, il a mis son corps sur la ligne comme... Il s'est bien fait avec le point d'ancrage. Fermé parce qu'il y avait un 2 contre 1 derrière et Sexton n'a pas osé faire la passe. Mathieu Bassaro était rentré dans le camp irlandais, qui a aidé son numéro 10. Il n'est plus aussi solide qu'avant, et je trouve aussi un peu moins confiant. Même si je pense qu'il lui reste encore de belles choses à montrer en équipe nationale, je pense que Sexton va être extrêmement visé lors de la Coupe du Monde. Puisque s'il est capable de faire briller ses partenaires, c'est aussi un joueur qui peut vraiment se mettre à déjouer. Si en 2018 on m'avait demandé quelle équipe serait selon moi la favorite pour la Coupe du Monde, juste après les Blacks, j'aurais dit l'Irlande. Mais maintenant, même si c'est toujours un gros morceau, je ne serais pas aussi catégorique. En fait, tout va dépendre de leur capacité à s'adapter à l'adversaire. Est-ce qu'ils vont intégrer les erreurs qu'ils ont faites lors du dernier tournoi, et est-ce qu'ils vont réussir à sortir un petit peu leur plan de jeu pour pouvoir réagir à la physionomie du match. Bon, je m'inquiète pas trop pour eux puisqu'ils ont à leur tête un sélectionneur qui est formidable, c'est le néo-zélandais Joe Schmidt, et c'est un très bon tacticien. Mais il va vraiment falloir qu'ils trouvent des solutions puisqu'ils sont dans la poule A avec l'Écosse, le Japon, les Samoa et la Russie. C'est pas tant la poule qui pose problème parce que je pense qu'ils vont être premiers, même si j'aimerais bien que ce soit l'Écosse, mais ce qui pose vraiment plus problème à mon avis c'est l'écart, puisqu'ils ont 99% de chances d'affronter soit la Nouvelle-Zélande, soit l'Afrique du Sud en quart de finale. Donc dans tous les cas ça va être un énorme défi. À mon avis ils ont toutes les armes pour s'imposer, à voir comment ils vont les utiliser maintenant. Bon, tu commences à avoir l'habitude, c'est l'heure du 15 type. Alors, la première ligne, selon moi ça va être une première ligne, donc Canili, Rory Best et Tadhg Furlong. Franchement c'est du costaud, hein. Canili et Rory Best qui ont beaucoup de sélections avec l'équipe d'Irlande. Rory Best qui a un âge un peu avancé maintenant, mais qui est toujours très important pour son équipe. Et bien sûr Tadhg Furlong qui est une véritable force de la nature et qui saura faire peser son physique sur les défenses adverses. Ensuite en deuxième ligne, aussi du costaud avec Devin Turner et James Ryan. James Ryan c'est vraiment la révélation de ces dernières années avec l'Irlande. Pour son jeune âge c'est un deuxième ligne complet et je pense qu'actuellement c'est l'un des meilleurs au monde à son poste. Ensuite en troisième ligne il y a du monde. Aux ailes de la mêlée je vois Peter O'Mahony et Dan Levy, et au centre soit TJ Stender soit Dan Lydiate, mais il y a aussi l'option Sean O'Brien qui peut jouer tous les postes de la troisième ligne, même si je pense qu'il y a un peu de monde devant lui pour l'instant. La charnière alors c'est assez facile, hein, je pense que ça va être Conor Murray et bien sûr Jonathan Sexton, même si je pense qu'on va peut-être un peu voir plus Joe Carbery durant cette compétition. Au centre, moi j'ai une préférence pour Bundee Aki à la place de Robbie Henshaw, même si Robbie Henshaw c'est très costaud, je trouve que Aki est peut-être un peu plus en forme actuellement. Et en second centre, bien sûr, Gary Ringrose. Aux ailes, du talent, du gaz et de la fougue avec Jacob Stockdale. Et de l'autre côté, Keith Earls qui est un véritable opportuniste et qui commence à avoir pas mal d'expérience avec le 15 du trèfle. À l'arrière, moi je verrais bien Kearney qui est un véritable taulier, ça fait très longtemps qu'il est là. Mais à ne pas négliger la montée en puissance de Jordan Larmour, qui est un joueur fantastique, plein d'audace et qui a des crochets dévastateurs. Bon, c'est tout pour ce 15, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Penses-tu que toi aussi l'Irlande a été prête trop tôt pour la Coupe du Monde? Ou est-ce que tu penses qu'ils cachent entre guillemets un petit peu leur jeu, comme le feraient les All Blacks d'après certains? Moi franchement, j'aimerais bien qu'une équipe européenne s'impose cette année, donc j'ai beaucoup d'espoir en Irlande. En plus, malgré leur jeu qui est pas forcément le plus plaisant à voir, l'énergie et la solidarité dont ils font preuve sur le terrain est tout simplement fantastique, et niveau rugbystique c'est franchement très fort. Avant que vous partiez, je voulais aussi en profiter pour vous dire que c'est la dernière vidéo que vous verrez où je suis en France, puisque je
prendre quelques jours de vacances et après je partirai directement en Écosse. Donc les prochaines vidéos Coupe du Monde seront en Écosse et je pense que ce sera pas avant 2 voire 3 semaines. Donc pour l'instant je suis un peu dans le flou pour savoir qu'est-ce que je vais pouvoir emporter du point de vue technique, où est-ce que je vais pouvoir tourner puisque je serai en chambre universitaire. Bon bref, ça on verra plus tard. J'ai très hâte d'y être franchement et de vous faire découvrir ce magnifique pays. Pour la prochaine analyse, vous avez bien évidemment le choix entre l'Afrique du Sud qui a encore été repêché et les Fidji. Alors je vous parle, vous êtes quasiment 400 sur ma chaîne. J'ai de plus en plus de retours et je sens vraiment que je progresse. Donc franchement merci pour votre soutien. Je vous souhaite un bon mois d'août. A plus en Écosse. N'oubliez pas que chez nous le rugby, c'est une coutume.